Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed dans la peur 32, le social index à fond sur Up, les ordres de marché sur une certaine neutralité ce matin 10h15 que j'enregistre l'émission. On voit qu'on a pas mal de murs acheteurs quand même qui sont positionnés entre 41 500, 42 300, mais ça appuie tout autant du côté de BitMEX notamment avec un ordre à 5 millions d'eux à la vente qui a été positionné à 42 400. D'un point de vue weekly, on est dans un méga range qu'on peut identifier ici et on est plutôt dans la partie basse du range avec un support qu'on a dessiné ici sous la forme d'un weekly W, ce qui est quand même une jolie structure. Mais c'est aussi un range, c'est-à-dire c'est un range dans un grand range et on vient de réintégrer à l'intérieur. On n'est pas forcément obligé d'être pessimiste. On pourrait dire non, mais c'est un tag de week off, donc retest de la ligne de coup. Vous voyez ici, on arrive sur la zone potentiellement de demande pour ensuite inverser cette tendance avec une structure de marché de type plus haut sommet, plus haut creux. C'est pas impossible du tout et on va arriver dans une fenêtre de saisonnalité, généralement fin avril, qui pourrait être favorable pour ça. Pour l'instant, on ne peut pas compter dessus parce que ça fait quelques jours, ça fait une semaine que le marché se fait défoncer. Et contrairement à un rallye qu'on a connu de 40% non-stop sans le moindre dip quand on a touché le bottom en juillet 2021, il semblerait que le marché peine à remonter, que à peine 2 semaines de hausse, on ravale quasiment tout. Ça peut être qu'un simple dip. C'est-à-dire que le bottom peut se développer à l'heure où je vous parle. Mais là, techniquement, c'est pas encore confirmé. C'est pour ça que je vous préviens que techniquement, il n'y a pas encore de signe de bottom massif ici. C'est pas encore le cas. Et donc, tant que ce sera le cas, on peut s'attendre à la continuation baissière. Et donc, le prochain objectif, vu qu'on a un marché, comme je vous le disais dans les briefs précédents, qui enchaîne les creux ascendants dans les zones de rechargement, si vraiment le bottom n'arrive pas à se poser sur le premier arrêt qui est aux environs des 42 000, la prochaine zone intéressante, c'est entre 39 500 et 41 400 $. Là où il y a le creux dans le volume profile. Également, au sein de ce range, on a développé suffisamment le prix partout, sauf dans cette zone. Donc le marché peut demander à revenir travailler cette zone pour y poser un bottom, par exemple. On reprend là où on en était puisqu'on s'était laissé avec ce graphique qui avait été mis en avant, donc et des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts aussi pour l'instant. Par contre, si un jour effectivement on repasse sous ce point clé des 35 000 $ à peu près en direction des 30 000, là on pourra commencer effectivement à reparler de bear market. Donc on reste et on réintègre dans cet ancien range. Je vous avouerai que d'un point de vue de l'analyse de marché global, en ce moment c'est pas super reluisant puisque comme vous le savez, on va pas revenir dessus une énième fois, mais on a pas mal de choses qui jouent contre nous en ce moment. On a un dollar qui est plutôt fort, on a la régulation, on a le conflit à l'Europe de l'Est. Donc voilà, d'un point de vue géopolitique mondial, les étoiles sont clairement pas alignées en faveur des marchés financiers, en tout cas en ce début de mois d'avril. Les volumes sont toujours ultra faibles, depuis vraiment l'été ici et le vrai bull run quand ça se passait, donc pour début 2021. Dans ce contexte, on va pas se mentir, donc le plus logique, donc si on peut avoir éventuellement un petit rebond, mais on est quand même, on va dire, quasiment sûr d'être dans un flag, d'accord. Donc le flag, on le rappelle, c'est toujours la figure de continuation. Donc là, le plus logique, c'est quand même d'aller chercher la borne basse si vraiment ce gros niveau venait à céder. Ce que je veux vous montrer, c'est que malheureusement, les gens sont partis FOMO dans les altes. Ça, j'en ai déjà parlé, mais là, je vais bien vous le montrer avec des chiffres bien concrets. Et je vais vous comparer un petit peu les open interest en fonction du prix du BTC. Donc par exemple, quand le Bitcoin il était à 46 000 $, on avait un open interest sur les altes de 10 milliards 500 millions. On est revenu à 46 000 environ, 45 002, on avait un open interest de 10 milliards, donc un petit peu plus faible. Malheureusement, là, quand on a cassé, les gens, pendant que le Bitcoin ne faisait rien ici, donc en gros le BTC il était coincé de 47 à 44, l'open interest des alts a beaucoup augmenté, ce qui veut dire que les gens sont partis FOMO dans les altcoins. Ce qui est intéressant, c'est que ce open interest a quand même bien diminué. On est passé de 15 milliards 400 millions à 11 milliards 700 millions, mais malheureusement, on a un open interest sur les alts qui est toujours plus élevé que ce qu'il l'était avant, et pourtant le prix du Bitcoin est plus bas. Donc tout ça pour vous dire, c'est que mentalement, on est plus proche d'une capitulation que dans le graphique.
Ça veut pas dire que bull market, super cycle, hein. Non. C'est pas ça. Pour moi, on va observer ce qui se passe pendant le printemps. Saisonnalité, les marchés crypto, c'est pas fou. Mais bon, pour l'instant, on pourrait avoir un beau rallye dans le mois qui vient. Je vous ai affiché les pleines lunes et les nouvelles lunes. Pourquoi j'aime bien afficher ça? Parce que très souvent, les nouvelles lunes sont synonymes de baisse et les pleines lunes sont synonymes de hausse. C'est quelque chose qui se vérifie pas tout le temps, mais on a quand même, comme là par exemple, cette pleine lune ici n'a pas joué, cette pleine lune n'a pas joué non plus, mais celle-là est boule, celle-ci est à peu près boule aussi, celle-ci est extrêmement boule, celle-là est extrêmement boule, et vous voyez que les nouvelles lunes, assez souvent, marquent des corrections. Pourquoi ça? Tout simplement, il y a eu des études là-dessus. Principalement, on sait que les pleines lunes augmentent l'agressivité. Donc très souvent, en tendance haussière, en fait, on a des shorters agressifs qui viennent contre le mouvement, qui viennent contre tendance, et en général, souvent, ça permet de les short squeezer. En tout cas, c'est mon analyse. C'est mon analyse du système des pleines lunes. Mais on peut voir, ou alors c'est quelque chose de cyclique. Vous savez que il y a une histoire aussi on est quasiment tous les mois sur les pleines lunes. Donc du coup, peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau du cyclique, au niveau des dates, etc. Mais en tout cas, c'est un indicateur qui marche à peu près 70-75% du temps. Donc je me dois d'en parler. Personnellement, j'ai rien de mystique. Mais j'utilise les lunes plutôt comme un catalyseur, c'est-à-dire si j'ai une vision de rebond, je place à peu près dans ces jours-là les potentiels rebonds. En tout cas, ça m'arrive de les regarder. Pour moi, justement, ce qui est paradoxal, c'est que le Bitcoin fait un W weekly, ce qui est une structure hyper bullish, mais derrière déclenche pas quelque chose d'haussier. Pourquoi? Parce que les gens sont partis FOMO dans les altcoins, qui elles ont des charts un peu moins sympas que le Bitcoin d'ailleurs. Je vois pas autant de W weekly sur les altcoins que j'en ai vu sur le Bitcoin. Donc pour moi, Bitcoin, techniquement, c'est le plus beau du marché crypto, honnêtement. Bon, il y en a d'autres, on peut trouver d'autres exceptions. Il y a d'autres W weekly qui se sont dessinés, qui continuent de se dessiner. Par exemple, des trucs comme EGLD, on avait vu, qui ont des structures assez jolies. ETC, pareil, qui avait fait quelque chose de sympa. Et le Bitcoin est l'asset le plus intéressant, mais les gens préfèrent aller FOMO sur les alts qui ont fait des V-bottom en weekly, donc qui sont des structures moins importantes. Et du coup, c'est ce qui fait que le Bitcoin ne part pas, puisque le Bitcoin, c'est un peu celui qui dirige tout. Et s'il y a trop de gens qui ont FOMO dans les alts, mettre un coup de pression sur le Bitcoin permet de liquider ces gens sur ces altcoins. Et également, il y a des gens qui sont partis FOMO dans le Bitcoin, donc ça permet de les nettoyer. Et du coup, voilà, mon raisonnement, c'est que les gens préfèrent aller FOMO sur des alts qui ont des charts moins intéressantes, qui sont déjà plus volatiles que le Bitcoin, et préfèrent aller foutre du levier sur quelque chose qui est déjà extrêmement volatile. Les altcoins sont plus volatiles que BTC, et les gens vont foutre du levier pour rendre ça encore plus volatile. Et du coup, c'est ce qui peut leur faire perdre leur capital, parce que là, on prend une altcoin qui a fait moins 30%, quelqu'un qui était en levier x3, ça y est, il est liquidé, il a plus d'argent, quoi. Donc Elrond contre le Bitcoin. Elrond, c'est un des rares actifs qui progresse autant contre le Bitcoin, parce que le Bitcoin, n'oubliez pas que c'est un peu le boss sur le marché. Donc prendre de la valeur contre le dollar, c'est une chose, mais prendre de la valeur contre le Bitcoin, ça, c'est très intéressant. Elrond est l'un des rares actifs à progresser contre le Bitcoin. Donc sur ce graphique, c'est très simple, on accumule, on pète cette résistance, on atteint un certain sommet, là, donc en Satoshi, ensuite on retrace, on travaille ce sommet, on passe au-dessus, on consolide, idem, regardez ici, on clôture au-dessus, on travaille, et là maintenant, on est donc sur ce support. On a Jason Kilar, le CEO de Warner Media, qui a déclaré que selon lui, la blockchain pourrait potentiellement devenir le futur d'Hollywood. En effet, il pense que la blockchain pourrait modifier l'économie hollywoodienne grâce à une nouvelle organisation qui viendrait de la blockchain, mais également avec la simplification de l'acquisition des NFT. Et il a comparé la blockchain et les NFT à la vague des DVD dans les années 90, qui avait totalement modifié l'économie de l'industrie du cinéma. Et je vous rappelle qu'en décembre 2021, on avait déjà eu Warner Bros. Qui avait accompagné la sortie de Matrix 4 avec une série de 100 000 NFT qui avait permis de rajouter un élément de communication en plus pour la sortie du film. On va maintenant parler de Meta, anciennement Facebook. Comme vous le savez déjà, les États, notamment les États-Unis, voulaient absolument pas que Facebook ou qu'un GAFAM lance sa propre crypto-monnaie. Et ça pour des raisons plutôt évidentes, car ça donnerait énormément de pouvoir à des sociétés qui en ont déjà beaucoup. Et ça pourrait même remettre en cause la légitimité des monnaies fiduciaires qu'on connaît actuellement. Avec la puissance marketing monstrueuse des GAFAM, dont leur donner leur propre monnaie pourrait les propulser à un rang encore plus élevé que certains États. Et malgré donc les nombreux bâtons dans les roues qu'ils ont reçus de la part des États-Unis et d'autres gouvernements, ils n'ont pas abandonné pour autant l'idée de lancer une crypto. Et ça pourrait se faire justement à travers donc un réseau d'applications, à travers les applications des réseaux sociaux liés à Meta.
C'est comme ça que le 6 avril, des personnes qui sont bien informées donc concernant Meta ont déclaré que la société souhaitait introduire une monnaie virtuelle directement dans les services donc de Facebook, Instagram, WhatsApp et même Messenger. Et que c'était donc la branche Meta Financial Technology qui explorait cette opportunité, qui s'appellerait même des Zuckbucks. Mais selon ces sources, ça serait pas une crypto-monnaie à proprement parler, mais en fait des jetons virtuels propres aux applications qui sont utilisées donc par la plateforme Meta. En quelque sorte, des espèces de points de fidélité numériques qui pourraient être utilisés un peu comme dans les jeux vidéo. Et ça leur permettrait de passer outre en fait les différents blocages concernant justement le lancement de leur propre crypto. On rappelle également que Instagram va intégrer les NFT. On continue à parler de blockchain qui change l'organisation de différents secteurs, avec maintenant le séquençage de l'ADN qui pourrait bien être utilisé dans la blockchain. Alors je sais, vous vous dites, il est où le rapport là? Mais attendez, je vous explique. En gros, comme vous le savez, le séquençage de l'ADN est une opération très complexe, mais on est désormais capable de réaliser cette tâche. Et là où intervient la blockchain dans tout ça, c'est que la technologie blockchain et NFT permet le stockage efficace et sécurisé des données, ce qui facilitera la gestion de l'énorme quantité de données générées par le séquençage de l'ADN, et de facto simplifiera le travail des chercheurs qui pourront travailler plus efficacement, et donc accélérer le rythme de découverte. Mais ce n'est pas tout, car on a également l'incitation financière qui pourrait pousser le réseau à fournir plus de puissance de calcul, qui entraînera également une accélération de la recherche, et donc des découvertes. Donc il y a des choses à faire pour se préserver de ça. 1. La seed phrase. Je le répète parce qu'il y en a qui sont nouveaux sur la chaîne, on ne la donne à personne. Elle vous appartient. La moindre personne qui peut avoir votre seed phrase peut tout simplement vider votre wallet. Là, c'est pas le cas, mais ça arrive encore régulièrement. C'est pas parce que quelqu'un est modérateur sur un Telegram que c'est quelqu'un de confiance. Et ça, il faut bien se méfier de ça. Si cette personne vous parle en privé et commence à vous donner des choses à réaliser comme cliquer sur un lien et valider un smart contract, vous demande la seed phrase pour vous aider, n'allez pas plus loin que ça, c'est évidemment un scam et vous allez vous faire vous vider votre wallet et ça serait bien dommage. Le numéro 2, diversifiez vos wallets. Quand je dis ça, ayez un wallet où vous stockez, potentiellement plusieurs. Moi, je vous recommande même d'en avoir plusieurs pour pas avoir toutes vos cryptos sur le même wallet. Et quand vous faites des opérations où il y a des smart contracts à valider, ayez un wallet qui soit vide pour le faire. Vous n'utilisez ce wallet uniquement pour ce type d'opérations qui sont considérées en réalité comme des opérations dangereuses. Donc c'est simple, vous êtes par exemple sur MetaMask, vous pouvez créer plusieurs adresses. Vous avez une adresse ou X adresses de stockage et quand vous avez un jeu ou quelque chose qui vous intéresse, tout simplement utilisez une adresse. Vous n'avez pas de crypto dessus qui sert uniquement à ça ou potentiellement à chaque fois que vous testez quelque chose, vous avez quand même un minimum de doute sur un risque de scam, vous utilisez une nouvelle adresse. Et c'est simple, vous envoyez un peu de BNB, de quoi juste faire cet airdrop, peut-être de valider une transaction sur cette adresse qui vous sert que de test, mais n'allez pas au-delà. Au moment où le test est terminé, si vous voyez que le airdrop n'a pas marché, bah tout simplement, vous fermez cette adresse et vous en ferez une autre quand vous voudrez tester autre chose. Mais ne testez jamais ou ne validez jamais un smart contract avec un wallet qui contient pas mal de crypto-monnaies parce que si vous lisez pas les contrats et parfois ils sont pas évidents à lire, bah vous pouvez tout simplement vous faire vider vos wallets. On revient aux actualités du jour avec Elon Musk qui a de grands projets pour Twitter et Dogecoin. En effet, je vous rappelle qu'il est devenu l'actionnaire majoritaire du réseau social et qu'il participe désormais aux décisions de l'évolution de la plateforme. Et une de ces décisions est que toute personne qui va s'inscrire à Twitter Blue pour 3 $ par mois aura une authentification de Twitter qui sera différente des personnalités publiques. Et cette idée devrait, en théorie, entraîner une diminution des scammers sur la plateforme, car désormais, une armée de contre-robots deviendrait trop chère à exploiter. Et le rapport avec les cryptos est ici que Elon Musk a émis l'idée que le Dogecoin pourrait être utilisé pour la souscription à ce fameux Twitter Blue. Christelle Montier qui mettait en avant chaque situation nouvelle, chaque problème à résoudre apporte avec lui l'opportunité rare d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est une citation d'Olivier Lockhart. Et clairement, sur le marché crypto, qu'on fasse du trading, de l'investissement ou que sais-je, on est vraiment et continuellement dans cet apprentissage et cette découverte de soi-même et je trouve ça super exaltant. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.